à l'Institut Négaade depuis 5 ans sur les questions de rénovation énergétique des bâtiments tertiaires et de trajectoire énergétique. La présentation que je vais vous faire aujourd'hui, donc elle porte sur la notion de sobriété. Je vous dis un petit mot, peut-être juste sur l'Institut Négawatt. D'abord, c'est une structure un peu particulière parce qu'elle a été créée par une association. L'association Négawatt, elle fait du lobby à l'échelle française pour la transition énergétique depuis 20 ans. L'Institut Négawatt, on fait de la formation et de l'accompagnement d'acteurs sur leur stratégie locale. Et on a aussi une autre structure dont je n'ai pas le temps de vous parler aujourd'hui. En introduction, le bâtiment, enfin le premier poste de consommation en France, c'est le transport, puis les bâtiments résidentiels, donc le logement, les maisons, l'industrie et le tertiaire. Et l'agriculture consomme peu d'énergie, mais produit beaucoup de gaz à effet de serre, donc ce qui contribue au dérèglement climatique. Et quand on fait la somme des logements, donc maisons et appartements dans le résidentiel, et des bâtiments tertiaires, en fait, le bâtiment en général, c'est le premier poste consommateur d'énergie. Et du coup, il est central dans la transition énergétique parce que s'il continue d'engloutir autant d'énergie, bah, du coup, c'est de l'énergie qu'on n'a pas pour faire autre chose. Et on ne sera pas capable de produire autant d'énergie propre qu'on le. Enfin, on ne produira pas de l'énergie à l'infini et toute production d'énergie a un impact, même s'il y en a qui ont beaucoup moins d'impact que d'autres. Une éolienne, il faut la fabriquer, une centrale nucléaire aussi, etc. Donc, il faut jouer sur les consommations d'énergie du bâtiment. On a longtemps parlé surtout des consommations du bâtiment neuf. Depuis 2015, il y a plusieurs lois et textes nationaux sur le bâtiment existant. Il y en a un qui est la feuille de route de décarbonation du cycle de vie du bâtiment. C'est des propositions pour toute la France qui ont été construites avec l'ensemble de la filière. Et en gros, ce que ça souligne, et c'est la même chose que dit l'association Négaat, que dit l'ADEME, c'est qu'on a un gros enjeu à massifier la rénovation globale. Il faut qu'on puisse dépasser le fait de faire seulement une petite isolation de toiture, un petit changement de menuiserie par-ci par-là. Les objectifs climatiques sont tels qu'il nous faut des rénovations globales pour y arriver sur la quasi-totalité du parc. Et il faut que les objectifs de ces rénovations en consommation soient élevés. Et le dernier point, il faut aussi contrôler, enfin, pas contrôler au sens de vérifier si c'est fait, mais à chaque endroit, vérifier que quand on occupe un bâtiment, on n'a pas de gaspillage d'énergie et qu'on a une occupation sobre. Donc ça, c'est les axes qui sont poursuivis dans la stratégie. Et il y a une réglementation qui a été mise en place. Elle concerne tous les bâtiments qui font plus de 1000 mètres carrés et qui sont à usage tertiaire. Donc ça peut être du social, du médico-social, des bureaux, de la culture, des cafés, des commerces, la mairie, l'école, etc. Et les deux obligations, c'est de déclarer chaque année ces bâtiments et leur consommation. Et ça a déjà commencé. Donc si votre bâtiment est concerné, soit il est déjà déclaré, soit il devrait l'être. Et en 2030 et 2040 et 2050, on va vérifier qu'il y a des objectifs de réduction des consommations qui ont été atteints. Et les objectifs les plus faciles à saisir, c'est du coup 3 seuils qui ont été définis là sur la droite, c'est de faire 40% d'économie d'énergie avant 2030, 50% avant 2040 et 60% avant 2050. Euh, et donc ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et ce que je voulais partager comme information, c'est que si vous avez déjà déclaré votre bâtiment, vous avez dû aussi choisir une catégorie. Et pour chaque catégorie, il y aura aussi un objectif en valeur absolue. Et il est souvent un peu plus facile à atteindre. L'EHPAD pour lequel on travaille en ce moment en Grand Est, par exemple, il doit faire 32% d'économie d'énergie plutôt que les moins 40% quand on regarde l'objectif en valeur absolue. Et la loi, du coup, permet de s'adapter parce que si vous avez un bâtiment récent ou déjà partiellement rénové, c'est plus possible de faire autant d'économie d'énergie que ça. Et l'autre chose sur laquelle je veux insister, parce que je vous enverrai la diapo, mais j'ai pas le temps de la lire en entier, c'est que si vous avez plusieurs bâtiments, euh, vous pouvez mutualiser les économies d'énergie. C'est-à-dire faire une belle rénovation sur un des bâtiments où vous faites 60% d'économie d'énergie et sur les 5 autres, faire des actions moins chères, plus rapides à mettre en place. Et si la somme des économies est suffisante, c'est OK vis-à-vis de la loi et c'est important parce que ça va permettre d'étaler les travaux et de les faire bien, de jouer sur ce principe de mutualisation.
Euh, Si vous ne connaissez pas le décret tertiaire, je vous invite vraiment à aller sur la plateforme operat.adem.fr. Et dans l'espace ressources, le premier fichier, il dit: êtes-vous assujetti au dispositif éco-énergie tertiaire? Point d'interrogation. C'est les questions à se poser pour savoir si votre structure est concernée ou pas. Et les propriétaires et les occupants ont tous les deux des obligations. Donc même si vous êtes seulement usager et pas propriétaire du bâtiment, c'est important que vous alliez sur le site pour voir ce qui vous concerne. Et il y a une autre réglementation qui se met en place à partir du 1er janvier 2025, c'est que les chaudières des établissements et les équipements en général doivent être pilotés avec un système qui permet de réguler leur fonctionnement en temps réel pour que on puisse faire des économies d'énergie avec les actions dont je vous parle juste après. Ça s'appelle le décret Bax et pareil, il y a un lien dans la présentation. Ça, c'était la partie réglementaire. Et je dézoome un peu pour dire pourquoi, enfin, c'est quoi et pourquoi la sobriété. Ce qui nous anime à l'association Naga, donc, c'est de réussir la transition énergétique et on propose d'utiliser d'abord la sobriété comme premier outil, c'est-à-dire d'essayer de voir est-ce qu'on peut agir seul ou collectivement sur le niveau d'usage, sur la quantité de choses et la manière dont on les utilise. Avant de faire de l'efficacité énergétique, c'est mettre de l'isolant sur un mur. Ça va permettre d'avoir besoin de 4 fois moins d'énergie pour chauffer le bâtiment s'il est bien isolé, voire même plus que 4. Et ça, c'est le deuxième levier. Donc, d'abord travailler sur les économies d'énergie avec ces deux éléments-là. Et après, on voit de combien d'énergie on aura besoin quoi qu'il arrive. Et on remplace ces énergies-là par des énergies renouvelables. Et je vous donne quelques exemples pour voir qu'est-ce qu'on appelle sobriété. L'idée de la sobriété, c'est d'abord choisir la juste taille des choses et ensuite de choisir la bonne manière de les utiliser. Et un bâtiment, par exemple, un château pour loger une famille, là, c'est pas la juste taille, parce qu'on a une surface où si tout le monde a adopté la même surface pour habiter, on n'aurait pas assez de place sur le territoire. Et la bonne utilisation, c'est de savoir à quelle température on décide de se chauffer. Et autre exemple sur le véhicule, le juste dimensionnement, ça va être d'avoir un véhicule léger, plus un véhicule est lourd et plus il consomme. Et la vitesse, ça peut être de décider de rouler à 110 km/h sur l'autoroute plutôt que 130. Ça permet de consommer presque 25% de moins de carburant. Euh, et donc d'agir sur ce levier-là. Et le dernier volet, c'est de mettre en commun. Une seule salle peut servir à plusieurs structures et quand on la met en commun, du coup, on utilise moins de matière en général. Le fait de mettre en avant la sobriété, pour nous, on le relie aussi avec un enjeu de justice sociale. C'est pas tout le monde qui peut et qui doit réduire ses consommations d'énergie. L'idée dans la mise en œuvre de la sobriété, c'est de voir aussi comment on rend accessible à tous l'énergie nécessaire aux besoins indispensables et comment on dissuade, voire on interdit les usages qui ne sont pas généralisables, qui aujourd'hui sont pratiqués plutôt par des gens qui ont, enfin, par une petite partie de la population qui a davantage de moyens. Euh, donc ça, c'est sur le cadre un peu philosophique qu'on met autour de la sobriété. Et je vous propose trois actions sur le thème du chauffage dans les bâtiments. euh, qui peuvent être mises en place sans regret et un peu partout. Ces trois actions qui concernent plutôt de la reprise en main énergétique. Donc, c'est la patate bleue en bas, c'est ce qui peut être fait dès maintenant à coût quasi nul. Il y a, il y a deux autres grosses boîtes d'actions qui sont les actions à faible temps de retour, où du coup, vous allez investir par exemple pour rénover l'éclairage du bâtiment. Ça coûte un peu cher, mais on récupère assez vite les économies d'énergie. Sur ces deux premières patates reprises en main, actions à faible tour, il y a 10 à 20% d'économies à faire dans quasiment tous les bâtiments. Et le dernier groupe d'actions, c'est de faire une rénovation performante. Donc isoler les murs, la toiture, la dalle basse, changer les menuiseries, avoir un équipement de chauffage bien dimensionné et performant. Et donc à l'intérieur de cette patate bleue, j'appelle ça reprise en main parce qu'on constate dans beaucoup de bâtiments qu'on visite qu'il y a un écart entre ce dont on a besoin et l'usage qu'on a des équipements. Donc là, c'est un exemple il y a les différents jours de la semaine
Et donc, ce dont on a besoin, c'est que dans les bureaux d'un EHPAD, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 8h à 18h, on ait une situation confortable. Et ce qu'on observe, c'est que l'usage, c'est aussi chauffé le week-end, alors qu'il n'y a personne dans ce bureau-là. Et donc, c'est une source d'économie, enfin, c'est un gisement d'économie d'énergie. Et donc, trois actions sur ce sujet-là, c'est de baisser les consignes de chauffage, donc d'accepter de se chauffer moins fort. La deuxième action, c'est de réduire ou d'arrêter le chauffage quand les bâtiments ne sont pas occupés. Et la troisième action, c'est d'arrêter la ventilation. Euh, je rentre dans le détail de chacune des actions. Donc, la première, de baisser les températures de consigne. Sur la plupart des équipements de chauffage des bâtiments, euh, on a du coup le chauffage qui peut être programmé en fonction du temps et on peut choisir une température qui fait dans le bâtiment quand il est occupé et une température qui va faire dans le bâtiment le soir et le week-end quand il est inoccupé. Et donc, ce qu'on propose, c'est d'aller progressivement vers 19 degrés sur cette température de confort pour de l'usage de bureau. Après, il y a des usages qui peuvent avoir besoin de températures plus élevées et de 14 degrés en inoccupation, donc soirée et week-end quand le bâtiment est inoccupé. Euh, et je dis d'aller progressivement parce que il peut y avoir des zones du bâtiment qui sont déjà inconfortables parce que le confort, ça dépend aussi de la température des murs, ça dépend des courants d'air, ça dépend aussi de l'humidité. Et on peut être en inconfort à 20 degrés ou se sentir très confort à 19 degrés en fonction de l'état du bâtiment. Et il y a aussi une possibilité de jouer sur le confort grâce aux habits plutôt que au chauffage. Et éventuellement, si on a un bâtiment où les matinées du lundi, mardi, mercredi, on a des consultations avec des nourrissons et qu'on a besoin du coup qu'il y ait trois pièces du bâtiment où il fasse 21 degrés, en fait, le besoin, c'est pas que le bâtiment entier soit à 21 degrés, il y a peut-être des solutions à trouver dans le bâtiment pour qu'il y ait un chauffage d'appoint et que les trois matinées dans la semaine où on a des parents qui viennent avec leurs très jeunes enfants pour une consultation, on ait plusieurs pièces du bâtiment à 22 degrés alors que le reste du bâtiment est à 19 degrés. Et c'est en allant chercher dans ce niveau de détail que souvent on trouve des possibilités d'agir. Et c'est pas toujours simple de décider d'une température globale. Euh, donc ça, c'était le sujet de quelle température on choisit. Le deuxième sujet, c'est de réduire ou arrêter le chauffage en inoccupation. Il faut déjà vérifier que la chaudière fonctionne déjà par rapport à une programmation horaire. Des fois, il y a des chaudières qui sont juste en chauffage en continu. Et de voir quels sont les plannings qu'on peut fixer sur les moments où on va passer en température de réduit ou voir éventuellement s'il y a des possibilités de réaménager le bâtiment pour que certaines zones arrête d'être chauffé à 20 degrés à certains moments de la semaine ou de la journée. Et le troisième sujet, c'est sur les armoires électriques, on peut poser des systèmes qui permettent de couper les ventilations automatiquement sur la base d'un planning défini à l'avance. Et alors, les ventilations, bon, il y a plein de ventilations qui des fois fonctionnent pas. Et quand on installe ce système, on la réallume et on se rend compte que personne n'avait remarqué que le renouvellement d'air était plus suffisant dans le bâtiment et ça peut influencer sur la qualité de l'air. Mais sinon, on a aussi beaucoup de ventilations qui fonctionnent 24 heures sur 24. Et quand on met juste un système qui permet de les arrêter la nuit et le week-end, on fait 60% d'économie d'énergie sur la consommation d'électricité et ça permet aussi de réduire les consommations de chauffage. Et du coup, il me reste quelque chose à partager avec vous sur ce sujet, c'est que pour mettre en œuvre ces trois actions, il faut aussi qu'on ait une cohérence entre ce qu'on demande aux équipements et ce qu'on obtient dans la vraie vie. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a aussi des fois un écart entre la théorie et la réalité. Et donc là, je reste dans un EHPAD et les courbes de température qu'il y a en vert, c'est ce qu'on avait demandé au système de chauffage. On lui a dit, ben, pendant la journée, je veux 21 degrés, pendant la nuit, je veux 20 degrés, donc 1 degré de moins. Et quand on mesure les températures dans la pièce, on se rend compte que la température se balade entre 22 et 24 degrés. Et donc, en fait, ce qu'on souhaitait faire n'est pas ce qu'on observe. Alors, d'où est-ce que ça peut venir? Euh, Déjà, ce qui se passe, c'est qu'un un bâtiment, il est aussi chauffé par les gens.
quand on a 30 élèves dans une classe, c'est comme si on avait une chaudière pour cette salle-là. Les gens chauffent le bâtiment et les rayons du soleil chauffent aussi. Et donc, il faut permettre au bâtiment de tenir compte de ça. Et déjà, avant de prendre des décisions, ça apporte beaucoup de clarté d'avoir une campagne de mesure, donc de pouvoir laisser des sondes de température pendant 2 semaines ou 3 semaines dans le bâtiment qui vont nous dire en fait quelle température il fait vraiment aux différents endroits. Euh, et après, il y a plusieurs sujets. Il y en a un qui est un peu technique, c'est que un problème de réglage très courant, il est sur la température d'eau dans les radiateurs. Aujourd'hui, les chaudières sont capables de s'adapter et de dire bah, s'il fait moins 10 degrés dehors et qu'il fait très froid, je vais envoyer de l'eau à 90 degrés dans les radiateurs. Et par contre, s'il fait seulement 5 degrés dehors, au lieu d'envoyer de l'eau à 90 degrés, je vais envoyer de l'eau à 70 degrés, ça suffit. Et le problème, c'est que si ça, c'est pas mis en place, on a des radiateurs trop chauds ou trop froids. Et si on a des radiateurs trop chauds, il fait tout de suite 25 degrés dans la pièce. Et vous pouvez pas aller voir vos occupants pour leur dire bah, c'est de votre faute, vous avez fait n'importe quoi avec le chauffage, c'est pas de leur faute. Et dans l'autre sens, on peut avoir aussi des pièces trop froides alors que c'est pas ce qu'on voulait. Donc ça, c'est un sujet à prendre en main. Et aussi, certains radiateurs sont emboués, donc il y a une pratique d'entretien, faire en sorte que l'eau circule bien dans tous les endroits de manière égale. Et j'insiste sur cet aspect euh, est-ce que ça dépend ou pas des utilisateurs du bâtiment, la température qu'il fait dedans? Ce que je vous présente ici, c'est les températures qu'on a observées dans plusieurs logements en fonction des systèmes qui étaient installés. Tout à gauche, on a juste un robinet manuel sur les radiateurs et la moyenne de température, elle était à 22 degrés dans les logements. Et quand on a installé des robinets thermostatiques ou des thermostats d'ambiance, les occupants n'étaient pas plus sensibilisés, mais il faisait moins chaud dans les pièces. C'est-à-dire que c'était pas un problème où les gens voulaient absolument se chauffer à 22 degrés. Quand on leur a donné les moyens avec un thermostat d'ambiance que le chauffage s'arrête, euh, quand il commence à faire plus de 20 degrés, le chauffage s'arrête. Ben, ils ont fixé la température à 20 degrés et ils se sentaient bien dans le bâtiment. Et donc, à minima, la situation du milieu, c'est d'avoir des robinets thermostatiques sur les radiateurs. Donc, c'est les têtes de robinet avec des petites fentes dessus. Et ça permet d'arrêter le chauffage quand on a atteint la température qu'on souhaitait avoir dans le bâtiment. Et donc, à minima, les robinets thermostatiques. Et ce qui marche le mieux, c'est d'avoir des thermostats d'ambiance qui permettent vraiment d'être plus fins et que ce qui se passe dans le bâtiment, c'est vraiment ce qu'on souhaitait, ce qui se passe, plutôt que de subir des variations de température qu'on a un peu plus de mal à maîtriser. Et ça permet de faire des économies d'énergie sans s'affecter tout de suite le confort. Euh, voilà pour la partie présentation. La suite, c'est que je vous demanderai bien quelles actions vous allez mettre en place. Mais juste avant, je vous propose de prendre quelques questions sur ce que je viens de présenter, parce qu'il y a eu plusieurs choses entre le décret tertiaire, l'énergie en France et ces trois actions concrètes. Donc, je propose de prendre quelques questions avant de rentrer dans le petit temps d'atelier sur ce que vous pourriez ou voudriez mettre en place dans vos bâtiments. Est-ce que ceux qui ont